un podcast Binge Audio. Il y a quelques années, j'étais au Danemark et j'ai visité le musée des Beaux-Arts de Copenhague. De toute la collection permanente, ce qui m'a le plus marqué, c'est la présence d'un cartel collé contre un mur, vide, dénué de tout tableau. En m'approchant, j'ai pu lire que le texte expliquait justement cette absence, celle des femmes en l'occurrence. Le cartel indiquait notamment que jusqu'au début du XXe siècle, elles étaient exclues de l'Académie des Beaux-Arts du Danemark. Depuis, j'ai pris le réflexe de chercher ce type de mention dans tous les musées que je visite et pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, y compris au Louvre où près de 35 000 œuvres sont exposées. Et devinez combien sont signées par des femmes, donc sur ces 35 000 œuvres, la réponse, une trentaine. C'est tellement infime que débusquer les œuvres de ces femmes devient presque une chasse au trésor, à la recherche d'un autoportrait de la peintre Élisabeth Vigée-Lebrun dans les grands formats, ou par exemple de la coupe de cerises prunes et melons de Louise Moyon, experte en nature morte du XVIIe siècle, un genre qui est à l'époque considéré comme mineur. Je suis Lorraine Daïkar, bienvenue dans Faire Genre, le podcast de l'Institut du genre et de Binge Audio. Dans ce nouvel épisode, il va être question d'invisible et d'invisibilisation. Et pour en parler, je reçois Magali Nachtergaele, spécialiste en littérature et en art. Bonjour Magali. Bonjour Lorraine. Magali Nachtergaele, vous êtes professeure à l'université Bordeaux-Montaigne, où vous êtes responsable du parcours en études de genre. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages, notamment « Quelles histoires s'écrivent dans les musées », paru en 2023 aux éditions MKF, et vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut du genre. Et en effet, je travaille à cheval entre les arts et la littérature, les récits, l'art contemporain et la façon dont nos mythologies sociales et culturelles façonnent nos imaginaires. Et en fait, Magali, j'ai découvert votre travail quand j'étais moi-même étudiante en sciences politiques et que ma colocataire de l'époque avait décidé, s'était lancée dans un mémoire de master sur la place des femmes dans les musées. Et je me rappelle très bien ce moment où elle est rentrée dans notre appartement avec un livre, Histoire de l'art d'un nouveau genre, où elle m'a dit « Ce livre est absolument incroyable ». C'est tout mon projet et je vais m'empresser d'appeler les autrices de ce livre, l'historienne de l'art Anne Larue, et vous aussi, Magali Nachtergaele. À l'époque, à sa parution, il y a donc 10 ans, c'était un sujet totalement inédit en France. Et je voudrais savoir comment vous êtes intéressée à la place des femmes et des minorités de genre en histoire de l'art. Oui, alors ça paraît étonnant aujourd'hui, en 2024, de se dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de livre sur la question. En fait, il n'y avait pas eu d'histoire de l'art depuis la préhistoire du point de vue des femmes. Et ça nous paraissait juste incroyable. Et au début, c'était tout simplement un séminaire qui rassemblait d'ailleurs d'autres spécialistes en histoire de l'art, Julie Verlaine et Charlotte Fouché-Zarmagnan. On s'était, grâce au soutien du GIS-Genre, déjà à l'époque, de l'Institut du genre, on avait décidé de faire un manuel scolaire. Et là, on a commencé à regarder les manuels scolaires et à se rendre compte qu'il n'y avait absolument jamais de femmes dans les tableaux qui illustraient les manuels d'histoire des arts notamment. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des mécanismes d'invisibilisation. Notre modèle de départ, et bon, on n'a pas trouvé d'éditeur de manuel scolaire qui a voulu faire notre manuel à l'époque, alors qu'au début, c'était vraiment un projet pédagogique. Notre modèle, c'était un livre des Guerrilla Girls, le Bedside Companion to the History of Art, qui était un livre amusant de 98. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est là qu'en fait a commencé le projet de faire un livre qui manquait tout simplement et qui manquait pour faire court. Donc au début, c'est vraiment des enseignantes, chercheuses qui se sont rassemblées en disant « moi j'ai besoin de ça pour faire court, il me faut de la matière et je la trouve pas ». Donc c'était assez fonctionnel. Oui, en fait, vous avez été inspirée par le travail d'un collectif états-unien, les Guerrilla Girls, qui en fait portait sur le devant de la scène et littéralement sur les murs des musées la question de la visibilité et de la place des femmes artistes depuis les années 80 aux États-Unis, même si ce qu'on a dit au début de cet épisode, c'est que le
sujet n'était pas du tout encore présent dans l'espace public en France. Les Guerilla Girls, elles ont pratiqué le détournement artistique pour dénoncer le manque des femmes et des personnes racisées dans les institutions culturelles. Pour rester anonymes, elles dissimulent toujours d'ailleurs leur visage sous des masques de gorilles. Et parmi les créations, l'une de leurs créations qui m'a le plus marquée, c'est cette affiche où on voit une femme qui pose telle une odalisque, avec donc le fameux masque de gorille, devant cette phrase « Do women have to be naked to get in the Met, le Metropolitan Museum of Art ?» Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer dans les musées ? Et en fait, elles expliquaient que seuls 5% des artistes exposés dans la section d'art moderne du Met étaient des femmes, alors que 85% des tableaux accrochés où on pouvait voir des corps nus étaient en fait des corps de femmes. Oui, les Guerilla Girls, ce sont les activistes qui ont fait les actions les plus spectaculaires en fait dans les musées et qui ont mis sur le devant de la scène, qui ont vraiment fait acte de visibilité de façon assez radicale, la question de la présence des artistes femmes dans les musées. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué et comme elle le souligne, il y a des femmes présentes dans les musées, mais ce sont des sujets en peinture, la plupart du temps des nus, et ce ne sont pas les artistes femmes qui sont mises en avant, mais plutôt le corps féminin, ce qui n'est pas du tout la même chose. En faisant ces actions assez radicales et anonymes, elles ont mis aussi en avant un discours critique féministe qui existe depuis les années 60-70 et qui déjà soulignait l'absence des femmes dans les musées. Et il y avait cette phrase très célèbre qui a été mise au goût du jour par Linda Nochlin et par les Guerilla Girls, qui est Anonymous was a woman. Anonyme était une femme. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit une œuvre anonyme, par défaut, on se dit c'était un homme, mais non, il y a 50% de chance, selon la division du monde des genres, que ce soit une femme. Mais l'attribution par défaut des œuvres se fait plus volontiers à des hommes, quand on ne sait pas qui est l'auteur, plutôt qu'à une femme, alors qu'il y a beaucoup d'œuvres qui potentiellement auraient pu être aussi par des hommes, des femmes ou collectivement, ce qui est en fait souvent le cas. Ça me fait penser à cette action inaugurale du MLF dans les années 70, quand plusieurs militantes étaient allées déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu en disant « il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est la femme du soldat inconnu » et qui a marqué le renouveau de ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme français. Et si les auditoristes ont envie de s'intéresser à cette histoire, je peux renvoyer vers l'épisode de Faire genre avec l'historienne Florence Rochefort. Et qui a écrit un texte majeur dans les années 70. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? Et vous, Magali Nachtergael, en tant que chercheuse, comment est-ce que vous définissez l'invisible ? Et est-ce que vous établissez une différence entre invisible et invisibilité ? Alors, c'est une très grande question qui travaille beaucoup de corps scientifiques, pas juste les historiens de l'art. Est-ce qu'on est vraiment invisible ou est-ce qu'on est invisibilisé ? C'est souvent ça le cas. Pourquoi est-ce que tout d'un coup quelque chose qui était invisible devient visible ? Ça reflète aussi des préoccupations du temps contemporain. On s'intéresse rétrospectivement à des choses qui avaient été mises de côté pour plusieurs raisons structurelles, sociales. Et tout à coup, il y a une configuration qui permet de revoir autrement des épisodes de l'histoire. Ou bien, là, en l'occurrence, il y a eu plusieurs facteurs qui ont permis de rendre visibles des femmes qui ne l'avaient pas été. Et il ne faut pas qu'il y ait juste une personne qui travaille sur un sujet pour rendre visible. Il faut qu'en fait, il y ait un mouvement un peu collectif et de fond qui permette de faire surgir au public des œuvres qui ont été invisibilisées. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée à ces questions de visibilité en tant que chercheuse, Magali Nachtergael ? Ma formation initiale, c'est la littérature. Et je me suis rendu compte dans mes études littéraires, déjà que j'avais très peu étudié d'autrices, ça c'était assez flagrant, mais qu'en plus, il y avait des hiérarchies très fortes qui ségrégaient certaines pratiques, certaines productions littéraires. Et notamment, dans les années 2015-18, j'ai beaucoup écouté du rap. Et je me suis intéressée au rap comme production poétique,
voilà, je m'intéresse à l'art contemporain et aussi à la littérature hors du livre. Je m'intéressais beaucoup aux récits dans les musées, ce que je fais toujours, mais par ailleurs, hors du livre, dans des performances, sur les murs, et sans être du tout restreinte à des études dans le format livre. Et en écoutant des textes de rap, je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques qui étaient abordées dans le rap qui n'étaient pas présentes en littérature. Et j'y voyais bien sûr une forme de discrimination esthétique, mais évidemment sociale, puisque c'était des thèmes qu'on ne voulait pas entendre, qu'on voulait pas lire, ou en tout cas pas sous cette forme-là, que c'était pas académiquement acceptable de présenter les choses sous cet aspect, avec des grossièretés éventuellement. Ça, c'était pour la dimension formelle, mais aussi que ce soit chanté, avec de la musique qui est même pas de la chanson française. Alors ça, j'aimais pas trop l'idée que pour ces textes, qui pour moi étaient extrêmement poétiques, racontaient des histoires très importantes et singulières de trajectoires, de communautés, des trajectoires migratoires aussi et d'expériences de vie qui n'étaient pas forcément mises en avant collectivement. Eh ben, elles étaient une matière à la fois littéraire, mais aussi narrative, sociale, vraiment très importante. Et là, je me suis dit, il y a des phénomènes d'invisibilisation malgré une très grande médiatisation, puisque c'est le rap qui était le plus... c'est la musique la plus téléchargée, la plus streamée sur les plateformes. Donc il y a un paradoxe entre très très grande visibilité et en même temps invisibilité dans la valeur symbolique et le bagage culturel qu'on transmet dans le monde académique, par exemple. C'est quoi les thèmes, par exemple ? Les thèmes, ça peut être la violence policière ou bien la misère. On va faire lire du Zola en classe sur la misère au XIXe siècle, alors que la Hesse, c'est un thème récurrent. La réussite personnelle aussi, qui renvoie à des trajectoires de vie sociale, la prison, le racisme, l'exclusion, et puis aussi des questions de genre, parce que une mise en avant d'une masculinité triomphante, viriliste, et puis des femmes rappeuses aussi, qui vont, elles, raconter d'autres histoires, comment elles se positionnent par rapport à ce canon, et elles-mêmes dans cette invisibilité encore plus invisible. Donc il y a plusieurs strates, là encore, à analyser, et qui permettent de prendre des outils qu'on développe, nous, dans le monde académique, mais qu'on peut appliquer à d'autres terrains, le rap, la poésie, le musée, et puis le terrain de foot. La question du visible et de l'invisible, c'est aussi l'attention qu'on porte aux objets. Souvent, les objets sont visibles, mais on ne fait pas attention à eux, ou en tout cas, on ne leur accorde pas de valeur. Et c'était surtout ça, le problème des œuvres des artistes femmes, c'était qu'on ne leur accordait aucune valeur. On ne considérait pas qu'elles étaient aussi importantes que celles des hommes. Et à la Renaissance, notamment, pour des raisons tout à fait sexistes, qui se sont beaucoup cristallisées au XIXe siècle, d'ailleurs, quand on a réorganisé les beaux-arts en France, notamment, en excluant les femmes des écoles des beaux-arts, en leur interdisant de venir se former à l'école des beaux-arts pour des raisons de bienséance, enfin, c'est des arguments, évidemment, des prétextes pour les exclure. À cette faveur-là, on a aussi désattribué des œuvres. Ça, c'est un phénomène assez surprenant et choquant. C'est que des œuvres qui étaient attribuées à des femmes, on a estimé que ce n'était pas possible que de si belles œuvres aient été faites par des femmes et donc on les a réattribuées à des hommes. Oui, en fait, ce que vous décrivez, c'est des phénomènes d'invisibilisation qui sont orchestrés a posteriori.
C'est d'ailleurs tout un pan de votre démonstration dans le livre Histoire de l'art d'un nouveau genre, qui a donc été coécrit avec Anne Larue. Vous êtes notamment intéressée, je vais remonter un petit peu dans le temps, Oui. Vous êtes notamment intéressée à l'effacement des femmes dans la préhistoire. C'est-à-dire pas à la préhistoire, ça on ne peut pas le savoir, mais quand on a redécouvert les peintures rupestres, par exemple comme celle des grottes de Lascaux, les archéologues et les historiens et historiennes de l'art les ont attribuées en fait automatiquement à ces peintures à des hommes. Oui, alors c'est surtout Anne Larue qui, comparatiste, s'intéressait à cette histoire lointaine. Et c'est en revenant un petit peu sur cette idée d'un monde potentiel, d'un matriarcat ancestral peut-être, qu'elle est revenue sur les idées qui avaient été construites aussi au XIXe siècle en archéologie, qui sont en fait des projections sexistes du temps, de l'époque, sur les découvertes qui étaient faites à cette époque-là, parce qu'il y a eu des grandes campagnes de fouilles, et où on a reconduit la division sexuée du monde, du travail, de l'organisation du foyer et sociale dans la préhistoire, avec une femme au fourneau, un homme chasseur, qui venait ensuite peindre ses exploits sur les parois des grottes qu'ils occupaient. Alors, il y a notamment des gravures célèbres de 1870 dans un livre de Louis Figuier qui circulait où on montrait le Michel-Ange de la préhistoire en train de fonder l'art européen. Mais comment on peut savoir en fait si ces peintures elles ont été faites par des hommes ou par des femmes ? En fait, techniquement, c'est impossible de savoir. Évidemment, on ne peut que imaginer. Et c'est là que la construction de l'imaginaire est fondamentale. Par contre, on a su, et là, à travers notamment des mesures de proportion des mains, que les mains négatives qu'on avait retrouvées dans des grottes n'étaient pas l'œuvre que des hommes, mais de femmes aussi et d'enfants. Et ça a fait complètement revoir autrement cette production artistique au sein de la société préhistorique. Et la chercheuse paléontologue Marilène Patou-Matisse a elle-même travaillé sur cette représentation du genre dans la préhistoire, notamment à travers son livre « L'homme préhistorique est aussi une femme », où elle revient en fait sur ces projections et déconstruit complètement le discours qui a été construit autour des Vénus paléolithiques, surtout la construction de la représentation de la préhistoire qui vient naturaliser les relations contemporaines en fait entre les hommes et les femmes. On pourra dire de tout temps, c'est un argument d'autorité qu'on utilise souvent, mais en fait c'est un argument qui est complètement construit. Il y a un argument très présent aussi dans les discours et les réflexes masculinistes pour naturaliser l'infériorité des femmes. Tout à fait. Il y a une image qui est assez drôle, j'ai trouvé dans votre livre, c'est le moment où vous comparez en fait le regard que portent les contemporains sur les grottes, notamment de Lascaux et les peintures rupestres, avec le regard que pourraient porter dans l'avenir des chercheurs sur, par exemple, les supermarchés. Et de faire un peu ce comparatif en déifiant tout ce qu'on voit comme si tout était relevé de l'ordre du religieux. Oui, alors ça, c'est plutôt les idées d'Anne Larue sur la vénération, le principe, oui, de déification, des bricoles, en fait, qui peut-être servaient d'amulettes, de jouets, tout simplement, qu'on a transposé. Ah oui, c'était des objets de culte vénérés, mais en fait, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas du tout construire des récits cohérents. Et les archéologues, en fait, recompose pour beaucoup à partir d'éléments d'expérience contemporaine. C'est un gros effort d'imagination, le travail archéologique, en fait, qui doit quand même reposer sur des faits qui ne sont pas toujours faciles à constituer, mais qui, grâce à la science ou grâce en fait à des comparaisons avec des sociétés qui ont des modes de vie parfois comparables, permettent de réenvisager aussi des lectures qu'on a faites à travers des peuples autochtones qui vivent encore en groupe dans la nature. Et donc, on analyse tout simplement le rapport qu'elles peuvent avoir entre eux
et à l'environnement naturel. Oui, ce que vous expliquez fait écho à cette notion de male gaze, de regard masculin, non ? Oui, ça c'est la notion que Laura Mulvey développe à propos du cinéma hollywoodien et qui effectivement construit l'histoire de l'art et construit aussi la relation qu'on a aux artefacts qui sont envisagés d'un point de vue universel mais masculin et pas du tout du point de vue féminin puisque ce point de vue est même pas considéré. Et les œuvres d'art des femmes, enfin le regard que pourraient porter les femmes sur le monde, n'est tout simplement pas pris en compte dans ni les dispositifs muséaux, ni même les dispositifs archéologiques. Enfin, en tout cas, en archéologie, on ne demandait pas aux femmes, à votre avis, à quoi ça sert ces objets-là, ou à quoi ça pourrait servir, de votre point de vue. Donc cette invisibilisation, c'est pas juste le statut de la femme, mais c'est aussi le point de vue construit par la femme en tant qu'agent social assigné à un genre qui va être complètement invisibilisé et qui va être absent de la construction d'une histoire collective culturelle. Ce qui est intéressant dans vos travaux, c'est qu'à cette notion d'invisibilité se lie souvent celle de l'oubli aussi. Par exemple, quand on en arrive dans la lecture de cet ouvrage à la période de la Renaissance, vous citez énormément en fait de femmes peintres qui étaient connues et reconnues de leur temps, qui vivaient de la peinture, qui avaient du succès, de la notoriété même, et oui, et la reconnaissance aussi des pairs, et qui pourtant aujourd'hui leur nom ne dit plus rien à personne. Alors ça, c'est le drame de l'absence de répétition des noms. Parce que si le mot Picasso est devenu même une marque de voiture, celui de Sophonisba Anguissola est complètement ignoré du champ artistique. Évidemment, il y a toute une culture populaire qui vient réitérer ces noms, même sans savoir qui sont peintres, on les connaît si on connaît les Tortues Ninja. Donc, il y a une familiarité avec certains noms, Léonard de Vinci. Et pardon, mais je ne sais pas la référence avec les Tortues Ninja. C'est Michelangelo, Donatello, Leonardo. Les Tortues Ninja, ils ont chacun un nom de grands peintres. Je regardais les Tortues Ninja quand j'étais petit, mais j'avais complètement oublié cette référence. Oui, ils mangent des pizzas à New York, mais dans les égouts de New York, mais par ailleurs, ils ont des noms de peintres de la Renaissance. Ils ont été baptisés comme ça. C'est des noms qui sont familiers. Et donc, qui font écho. Qui était Sophonisba Anguissola ? Sophonisba Anguissola, c'était aussi une peintre très célèbre de son temps. Si célèbre qu'elle a même été invitée à la cour de Philippe II d'Espagne pour devenir peintre officielle. Et elle était pensionnée, c'est-à-dire qu'elle avait une rente pour être aussi demoiselle d'honneur de la cour d'Espagne, de la reine d'Espagne. Elle a vécu très longtemps, elle a fait des portraits surtout, et c'est à la fin de sa vie, donc elle avait presque 90 ans quand elle est morte, le peintre Van Dyck qui est venu de Flandre faire un pèlerinage pour la rencontrer et tellement sa notoriété dépassait les frontières de Crémone où elle était née, en Italie, de l'Espagne jusque dans le nord de l'Europe. Alors, on se dit qu'une star pareille de son époque, c'est étonnant qu'on ait complètement oublié qu'elle existait, et même le fait qu'il y ait eu un parcours de femme aussi singulier aurait pu être utilisé pour dire, voilà, regardez cette personnalité. Et en fait, aujourd'hui, on n'en entend plus parler, on sait à peine quel genre de tableau elle a pu faire, des scènes de genre, des portraits officiels. Et c'est souvent le lot de peintres, de femmes peintres comme ça. Elisabeth Vigée-Lebrun aussi, qui était... Alors, elle est un peu plus connue. C'était la peintre officielle de Marie-Antoinette, portraitiste. Mais c'est récemment, en fait, ces 20 dernières années, qu'on a commencé à la réhabiliter comme peintre. Parce que c'est avec une exposition au Japon, monographique, donc un premier catalogue en japonais, qu'elle a été qu'elle a eu l'honneur d'une monographie. Donc c'est un phénomène qui arrive, hélas, assez régulièrement et qui va masquer aussi une vie artistique des femmes de leur temps. Mais pourquoi ?
Il faut savoir que l'histoire de l'art se constitue surtout au XIXe siècle. Et c'est finalement au moment le plus sexiste qu'il va y avoir l'écriture d'un récit historique qui était en fait moins discriminé avant, et même à l'époque des Lumières, puisqu'à l'Académie royale de sculpture et de peinture, il y avait des femmes académiciennes et qui ont ensuite été rejetées et sorties de l'Académie. Donc il y a eu aussi un phénomène d'effacement volontaire. C'est oubli, invisibilisation, mais c'est aussi effacement. Mais en France aussi, il y a eu une exclusion des femmes de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, il faut savoir que pour l'École des Beaux-Arts, la raison en était qu'elle ne pouvait pas, pour des raisons de bienséance, peindre des nus masculins, qu'on appelle académie. Et donc, elles ne pouvaient pas y accéder. Et à partir de quand elles ont pu réintégrer l'Académie des Beaux-Arts ? Je pense que c'est 1905, si je ne me trompe pas, où elles peuvent revenir. Mais ça se fait de façon très difficile. Et on le voit, c'est aussi concomitant des revendications des suffragettes, du droit des femmes. Donc, c'est pas un retour qui se fait spontanément de la part des académies et des musées. Ou du salon. Au début de l'entretien, j'ai d'ailleurs cité le fait qu'il y avait seulement 5% des artistes exposés dans la section d'art moderne du Met qui étaient des femmes. Il y a eu aussi cette étude qui a été conduite en France. D'après le ministère de la Culture en 2021, les femmes ne représentent que 6,6% des artistes dans le catalogue collectif des collections des musées en France. Mais depuis la parution, il y a 10 ans, de votre livre « Histoire de l'art d'un nouveau genre », la situation a tout de même évolué et il y a un mouvement de redécouverte de parcours de femmes artistes. J'aimerais bien qu'on prenne le temps de s'intéresser à celui d'une figure particulièrement éloquente, Artemisia Gentileschi, qui a exercé au XVIIe siècle, qui est une figure de la Renaissance, mais qui a été seulement redécouverte ces dernières années, notamment à travers une rétrospective à la National Gallery à Londres en 2021. Oui, c'est vrai qu'Artemisia Gentileschi est un exemple archétypal d'artiste majeur de son temps, qui exerçait elle aussi à la cour de Charles Ier, qui a été appelée par le roi d'Angleterre pour venir exercer. C'était la fille d'un peintre, Orazio Gentileschi. Donc là aussi, il y a toute une histoire de transmission familiale. Le père est peintre, la fille se forme au sein de son atelier et commence à surpasser le maître, ce qui ne plaît pas non plus beaucoup à son père. Alors, le destin des filles et des femmes de l'époque, c'est de se marier, ce que ne souhaite pas faire Artemisia Gentileschi. En tout cas, elle souhaite continuer à travailler en tant qu'artiste peintre autonome. À la faveur d'un événement tragique de sa vie, elle subit un viol. Sa vie bascule parce qu'elle va être aussi, dans l'histoire de l'art, relue uniquement à l'aune de cet événement tragique qui est le lot de beaucoup de femmes, mais qui va être utilisé par son père comme une opportunité pour se débarrasser de sa fille, puisqu'il va essayer de marier sa fille avec son violeur. Et on va longtemps associer Artemisia Gentileschi à cette histoire qui va occulter aussi sa production artistique. Acte d'un procès pour viol, c'est le premier livre qui a été publié à son sujet. Et Roland Barthes est un des premiers auteurs, étonnamment, à revenir sur cette peintre à travers la figure du grand thème de Judith et Holoferne dans son texte Deux servantes. Donc son histoire n'a pas été non plus présentée comme celle d'une artiste autonome. Donc c'était des lectures qui ont longtemps empêché de faire l'état de l'œuvre autonome d'Artemisia Gentileschi. Et on peut supposer que c'est le cas pour beaucoup d'autres artistes peintres ou sculptrices aussi, qui n'étaient même pas identifiées comme l'a été Artemisia Gentileschi. D'une certaine manière,
elle fait partie de celles dont le nom a subsisté encore assez longtemps. J'ai une pensée pour Propertia de Rossi, souvent je parle d'elle, c'était une sculptrice, première sculptrice de son temps à Florence, qui vivait de son art, qui était reconnue, qui était célèbre pour sculpter des noyaux de pêche et qui a même fait l'objet d'une vie de Giorgio Vasari, qui le premier historien de la peinture et de ses contemporains, et qui, elle, a complètement été oubliée, dont le nom ne dit rien absolument à personne. Donc on peut supposer qu'en fait, Artemisia gentileschi, c'est un arbre qui cache une forêt. C'est une très belle image et je pense aussi que l'exemple d'Artemisia gentileschi, ça parle aussi de la place des femmes dans les ateliers, en fait, où il y a cet idéal, cet archétype du génie de la Renaissance, alors qu'en fait, dans la pratique, c'était beaucoup, en fait, aussi des patrons de petites et moyennes entreprises qui avaient dans leurs ateliers plusieurs autres peintres, même si au final, le nom, c'était celui de l'entreprise, c'est-à-dire celui du peintre, par exemple Donatello et son David. Mais on peut aussi faire un lien jusqu'à l'histoire de l'art contemporain avec Murakami, Kunst, Damien Hirst, etc. Oui, le maître de l'atelier, c'est un patron. Et travaille chez lui des apprentis, des artisans qui vont aussi lui préparer sa peinture, faire les esquisses. Et la famille travaille beaucoup aussi. On l'a vu avec la fille de Orazio gentileschi, Artemisia. Mais ce qu'on sait moins, par exemple, c'est que le Tintoretto, travaillait beaucoup avec sa fille, Maria Robusti, dont on connaît peu le nom, mais qui a exercé pendant 15 ans dans l'atelier de son père et qui était une de ses meilleures assistantes. Qui brillait d'ailleurs, qui était elle-même peintre. Quand elle meurt, on remarque que la production du Tintoret décline et on attribue ça à la grande peine, au chagrin qu'il a ressenti. Mais c'était peut-être aussi parce qu'il avait perdu la meilleure peintre de son atelier. Ça, c'est effectivement une idée que l'on a peu, puisqu'on a créé cette image du génie artistique principalement masculin, qui explique pourquoi il n'y a pas eu de grande artiste femme aussi. C'est cette figure-là qui a occulté tout le caractère collectif parfois de la production artistique, qu'aujourd'hui on retrouve effectivement dans des productions artistiques monumentales où effectivement, non, on ne peut pas le faire soi-même, il faut des matériaux qui sont faits par des spécialistes, mais c'est signé quand même par une personne qui vient poser son droit d'auteur, qui est souvent celui d'un patron masculin. Oui, Anne Larue parlait de patron d'agence, comme dans la publicité, pour faire des parallèles un petit peu et montrer qu'il y a aussi une économie derrière et que dans cette économie, il y a des gagnants et des perdants, des gens qui restent à la postérité et d'autres qui ont plus de mal. Alors, une des raisons de cette absence de postérité, c'est les conjoints survivants d'artistes. Souvent, les estates, c'est-à-dire les héritages d'artistes masculins, ont été pris en charge par la conjointe, une femme qui s'occupait des œuvres de son mari décédé et donc continuait à faire vivre l'œuvre par des expositions en gérant son stock ou sa postérité. Ce que les hommes ont peu fait pour des femmes en retour, soit parce qu'elles étaient isolées ou soit parce que l'homme prenait plus la lumière et que les femmes, elles, ont moins été mises en avant. Et c'est l'exposition couple qui a été montée récemment au centre Pompidou-Metz, qui montre aussi cette logique, cette dynamique de couple qui peut être déterminante également dans la postérité d'un nom de femme. C'est intéressant, l'un des contre-exemples, c'est le parcours de la photographe Lee Miller, dont j'ai parlé en introduction de la saison 2 de Faire genre avec la philosophe.
Estelle Ferrares en expliquant le fait que c'est son fils Anthony Penrose qui a redécouvert dans des cartons les photos de sa mère, notamment son travail pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait tout un travail pour la réinscrire dans l'histoire de la photo. Sa maison a été reconvertie en musée. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un film cette année qui est sorti, un biopic de Lee Miller qui est interprété dans le rôle titre par Kate Winslet. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a presque je ne sais pas si on peut dire une tendance, mais en tout cas, il y a un mouvement pour remettre en avant les femmes artistes. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, en ce moment, à Beaubourg, l'exposition sur le surréalisme met en avant le parcours des femmes surréalistes aussi, comme Leonora Carrington, Dora Maar. J'ai parlé de Lee Miller, Artemisia Gentileschi, par exemple. Comment vous expliquez en fait ce récent changement de paradigme et qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors déjà, c'est grâce aux actions aussi des Guerrilla Girls qui ont rendu visible au sein des musées de façon spectaculaire des manques criants à travers des chiffres, des statistiques, mais aussi le travail de chercheurs et chercheuses. La critique féministe en histoire de l'art existe depuis les années 1970. J'ai parlé de la théoricienne Linda Nochlin, mais Griselda Pollock, qui est aussi une historienne de l'art du Royaume-Uni, a fait une grande exposition en 1980 qui s'appelait Old Mistresses, vieilles maîtresses, sur les femmes peintres, qui a été traduit cette année seulement en français. Donc on voit qu'il y a eu un retard très grand et en même temps des travaux qui ont été conduits dans les universités, qui ont ensuite, grâce à des cours, formé des gens qui se sont... c'est un travail très lent puisqu'il a fallu que ces personnes elles-mêmes arrivent aux manettes des musées, des conservateurs, des conservatrices. Et ça a pris énormément de temps avant d'arriver aussi en France, puisque c'était d'abord dans le monde anglophone que ces enjeux ont été vraiment portés aussi par des lois antidiscrimination en disant que, oui, il faut favoriser les femmes, favoriser les minorités racisées et domaine qui, en France, n'est pas du tout traité de la même façon, puisqu'on va dire, voilà, l'universel ne souffre pas de division ni de genre, ni raciale. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive et ça n'existe pas officiellement en France. Par contre, ce que vous expliquez, c'est qu'à la tête des institutions culturelles, il y a des personnes qui sont sensibilisées à ces problématiques. C'est notamment le cas d'ailleurs de ma fameuse colocataire qui aujourd'hui travaille dans le milieu de l'art contemporain pour une fondation. Et voilà. C'est la preuve que ça prend du temps, qu'il faut de la formation. C'était l'intérêt aussi au départ du manuel scolaire. C'est qu'on s'est dit, on va partir à la source en fait pour former des générations de personnes qui vont être attentives en fait à ces enjeux, qui vont aussi produire de nouvelles recherches, parce que ce qui manquait beaucoup, c'était des matériaux. Il faut les trouver, ces œuvres, il faut aller les chercher, les réattribuer, c'est très long, c'est très fastidieux. Et puis, c'est pas très payant, c'est pas rentable, parce que c'est des personnes absolument inconnues. Travailler sur l'invisibilité, c'est pas très en phase avec la culture actuelle du coût médiatique et du blockbuster d'exposition. C'est sûr qu'avec Monet, vous faites des millions d'entrées, des ventes de catalogues. Avec Sophonis Banguissola, c'est plus compliqué, surtout s'il n'y a pas un storytelling un petit peu à mettre en scène derrière. Je vais en arriver justement à la question du storytelling pour contrecarrer le fait que ces figures inconnues ne sont pas forcément, comme disent les Américains, bankable. Il y a tout un discours marketing qui s'est créé en parlant notamment des pionnières ou même l'appellation femme artiste. Est-ce qu'on peut parler de pinkwashing ? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un véritable travail qui est fait derrière. Mais c'est vrai que on va essayer de créer un effet de surprise. Venez découvrir l'artiste dont vous n'avez jamais entendu parler. Et ça fait un coup. Cela dit, ça participe de la notoriété, mais c'est pas comme ça qu'on mémorise le nom des artistes. Ce qu'on veut, en fait, c'est les faire entrer dans la logique générale de l'histoire de l'art,
qu'on redise leur nom, que les gens se souviennent d'elles et que y ait des travaux sérieux qui soient menés, non pas seulement parce qu'elles étaient les premières mais parce qu'elles participaient en fait au même titre que les hommes à une pratique artistique qui était aussi valable que celle produite par les hommes et des artistes reconnus qui sont en fait principalement des artistes masculins. Donc, il y a eu ce nécessaire passage par première, pionnière, femme artiste pour créer des corpus. Mais l'enjeu, c'est aussi d'intégrer de véritables histoires au long cours, et c'était l'idée d'Histoire de l'art d'un nouveau genre, d'expliquer les moments d'invisibilisation, les backlash, les retours, les phases où il y a une production qui soit s'oppose à un courant ou au contraire va aller avec le surréalisme, produire une œuvre singulière ou pas singulière, qui peut être aussi parfaitement normative. Donc le but, évidemment, c'est plutôt l'intégration. Cette critique du tag pionnière ou artiste femme a été menée notamment par l'historienne de l'art Eva Belgarbi, que j'ai citée, qui est spécialiste des sculptrices de la fin du 19e siècle, pour revenir un petit peu sur ce discours systématique et aussi essentialisant de la figure de l'artiste femme. L'artiste femme est certes femme, mais aussi avant tout artiste. Et c'est cette histoire-là qu'il faut raconter avec les conditions sociales des femmes, mais pas seulement à travers le prisme du féminin. Il ne faut pas que ça devienne une sous-catégorie. Ce que vous expliquez, c'est qu'au-delà de la simple, entre guillemets, question de visibilité, il est aussi tout aussi nécessaire d'interroger les récits que l'on construit autour de cette visibilité. Oui, est-ce qu'on a juste envie de savoir qu'il y a eu des histoires de femmes qui sont un petit peu racontées comme des romances, ou bien est-ce qu'on veut avoir la preuve que un homme et une femme peuvent produire des œuvres artistiques de valeur esthétique absolument similaires, et que c'est pas ces critères-là qui sont déterminants dans la fabrique de la valeur symbolique et aussi valeur financière, parce que pour les artistes contemporaines, c'est aussi un enjeu de mettre en avant le fait que leurs œuvres valent autant que celles d'un homme. Merci Magali Nachtergael. Avant de terminer cette discussion, je voudrais prendre le temps de vous interroger sur un ouvrage assez particulier dans votre bibliographie. Et là, on va faire un grand écart, on va s'intéresser au terrain de foot. Parce que vous avez aussi consacré un livre à la place des femmes sur les terrains de foot, Soccer Moms, paru en 2024 aux éditions Le Mot et le Reste. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment vous faites le lien entre les musées et les terrains de foot ? Alors, on croirait que c'est très éloigné, mais en fait, dans ma tête, c'est une allégorie de la position des femmes par rapport aux hommes qui occupent le centre du terrain. Le sous-titre, c'est « Chronique d'une femme au bord d'un terrain de foot ». Il se trouve que, j'aime bien le foot, mais que j'ai remarqué quand même que le terrain de foot était un espace très masculin. Que le star system du foot, c'était essentiellement masculin, que les femmes avaient beaucoup de mal aussi à faire exister leurs catégories dans les grandes compétitions et dans le foot amateur encore plus. Il faut savoir que dans le foot, les meilleurs créneaux sont toujours réservés aux hommes au stade et que les femmes, elles, c'est le dimanche matin à 8h, enfin aux horaires où personne n'a envie d'aller. Donc il y a ça dans le système de la pratique du football, mais le football fonctionne aussi beaucoup grâce aux femmes bénévoles, notamment les mères, qui accompagnent les enfants, qui font les sacs, qui sont ces femmes de l'atelier, vous voyez, du peintre, la petite famille qui permet à l'artiste de s'épanouir. On a un peu le même phénomène avec le footballeur. Et à l'arrière-plan, la parentalité, et notamment surtout les mères, qui vont
investir le soin, l'accompagnement des jeunes footballeurs, alors du foot amateur, mais jusqu'au foot professionnel, puisqu'on a vu la mère d'Adrien Rabiot, la mère de Kylian Mbappé, derrière les grandes stars. Par contre, quand ils brandissent la Coupe du Monde, ils disent pas « merci maman d'avoir fait mon sac et de t'être occupée de moi depuis tout ce temps ». Parce que là aussi, on va invisibiliser ce travail de la maternité. Et j'ai utilisé un petit peu cette idée que le terrain de foot, c'est vraiment la centralité de la visualité. Tout le monde regarde le terrain de foot, mais personne ne regarde ce qu'il y a autour. Tout le monde s'intéresse aux hommes artistes, au Louvre, tout le monde va voir les grands maîtres, mais on ne va pas regarder les femmes qu'il y avait autour, qui pouvaient éventuellement jouer au foot aussi, éventuellement être peintres. Et ce qui m'intéressait dans ce double espace, c'était de voir ce qui restait au seuil, en fait, ce qui ne rentrait pas dans le champ de la vision. Tous les yeux sont braqués sur le terrain, tous les yeux sont braqués sur ce qui est exposé au musée, mais dans les marges de ces espaces de grande visibilité, il y a d'autres histoires, il y a d'autres personnes, il y a d'autres pratiques et d'autres points de vue aussi qui se développent. Et c'est cette attention pour les marges et des seuils au moment où on passe de la marge au centre qui m'intéresse, et comment est-ce que des artistes femmes qui étaient exclues du musée rentrent elles-mêmes sur le grand terrain du musée pour devenir visibles et jouer comme les hommes et occuper le terrain central. Oui, c'est la même gymnastique, partir des marches pour raconter le centre. Merci beaucoup Magali Nachtergael pour cet échange et à bientôt peut-être. Merci. C'est la fin de la saison 2. Je remercie tous les invités de cette saison, ainsi que l'équipe de l'Institut du Genre, Anne-Isabelle François, Marc Pichard, Héloïse Imbert. Merci aussi à l'équipe de Binge Audio avec qui on développe ce podcast, Camille Codor, Naomi Titi, Thomas Plé, Paul Berthiou. Et pour continuer la discussion, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous aussi, chers auditeurs.